À la une de ce journal, secteur privé, les hommes d'affaires ivoiriens et angolais veulent dynamiser l'axe Abidjan-Luanda. Objectif, profiter des opportunités d'affaires de part et d'autre. Inclusion financière, Abidjan accueille la 13e édition de la table ronde annuelle des leaders. 4 jours d'échange pour permettre aux femmes et les jeunes d'avoir accès aux services financiers. Initiative cacao et forêt. Le comité technique de pilotage tient sa 7e réunion présidée par le ministre ivoirien des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba. Et puis nous parlerons de lutte contre le paludisme. Remise officielle de plus de 130 000 doses de vaccins à la Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, très heureuse de vous retrouver pour l'actualité sur Business 24 Africa. Ouvrons cette édition avec la 15e Assemblée Générale de la FIAC, entendez, Fédération interafricaine des assureurs conseils qui se déroule à Conakry, en terre guinéenne depuis le mercredi 26 juin. Au cours des assises, les courtiers ont abordé plusieurs thèmes susceptibles de contribuer au développement de leur secteur. L'un des thèmes ayant marqué les échanges, le renforcement de la réglementation dans le courtage. Direction donc Conakry, retrouvez nos envoyés spéciaux pour le point de ce panel. Mon désir Nascimento et Richard Akeke. Les sociétés de courtage en assurance sont réglementées dans tous les pays d'Afrique et ont l'obligation de respecter les normes de conduite éthique et professionnelle pour garantir la transparence et la qualité des services qu'elles proposent aux assurables et aux assurés. Cette réglementation dénommée Code CIMA est portée par l'institution par excellence de la régulation, notamment la Conférence interafricaine des marchés d'assurance. Dans la pratique, certains pays, à l'image de la Guinée, se sont dotés de leur propre réglementation. Dans les deux cas, force est de constater que plusieurs insuffisances entravent le développement du courtage en perpétuel changement. Face à de tels blocages, il faille rapidement réadapter les tests, notamment le livre 5 du Code CIMA, à la vitesse de l'évolution du monde, soutenu par le digital et son nouveau fils, l'intelligence artificielle. C'est tout l'enjeu du panel renforcement de la réglementation dans le courtage d'assurance. Un débat animé par des acteurs à background diversifiés, mais qui se sont réinventés pour prendre toute leur place dans l'industrie assurantielle. Il y a des failles aussi bien au niveau de l'accès à la profession, les conditions d'accessibilité à la profession de courtier d'assurance, que pendant la vie de la société de courtage d'assurance. Après l'état des lieux de ces failles, place aux propositions. Des propositions en s'inspirant de ce qui se fait ailleurs, mais aussi en fonction du contexte actuel, notamment l'évolution technologique. Les réformes qui sont importantes sont les conditions d'accès au marché, bien entendu, les niveaux donc, de qualification par rapport, je veux dire, à l'évolution du métier d'assureur conseil en Afrique, mais surtout les questions liées au contrôle et à la gouvernance des sociétés de courtage en assurance. Chez moi au Bénin, par exemple, il y a un nouvel arrêté qui dit que les start-up, les microfinances, les institutions de GSM ont le droit de vendre les produits d'assurance. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour nous démarquer de ceux-là? Si nous ne nous formons pas, si nous ne nous adaptons pas aux nouvelles technologies et tout ce qui se propose sur le marché. Il est important pour nous que désormais, qu'on ait l'assurance que celui qui veut faire du courtage d'assurance remplit un certain nombre de conditions. Jusque-là, il y avait entre autres conditions qui étaient établies par le livre, les conditions d'honorabilité, les conditions, on va dire, de formation. Mais nous pensons qu'il faut regarder davantage à ces conditions d'accès. Et le deuxième point, c'est une fois que vous avez obtenu les documents qui vous permettent d'exercer, il faut regarder à la gouvernance, à la manière dont nos sociétés sont gérées. Il est bon de souligner qu'à l'ouverture de l'AG 2024 de la FIAC, le représentant de la FANAF, Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, institution aînée de la FIAC, et le secrétaire général de la CIMA ont exprimé leur disponibilité au toilettage du livre 5 régissant le courtage des assurances.
Restons toujours à la 15e Assemblée générale de la FIAC où nos envoyés spéciaux ont tendu leur micro à Blaise Abel Ezo Ngolo, secrétaire général de la CIMA, le patron de la conférence interafricaine des marchés d'assurance. Autorité de régulation du secteur assurance en Afrique a saisi l'occasion pour présenter son institution, son rôle, sa mission et ses domaines de compétences. Je vous propose de suivre un extrait de cette interview. La CIMA, c'est une institution communautaire para-étatique qui regroupe 14 États. Les États, les 8 États de l'UMOA et les 6 États de la CEMAC. C'est un organisme qui a été mis en place par les très hautes instances qui ont pensé qu'il était convenable, qu'il était pertinent et efficace de mobiliser les énergies pour gérer, réguler et accompagner le développement du secteur des assurances. Accompagner le développement du secteur des assurances dans un sens ou alors dans deux. Je vais vous les donner de manière très ramassée. D'abord, protéger les assurés, faire en sorte que les assurés qui sont victimes de sinistres et qui ont souscrit des contrats d'assurance puissent recevoir en temps et en quantum, n'est-ce pas, l'indemnisation qui leur revient. Ensuite, également, faire en sorte que les primes d'assurance qui sont collectées par les compagnies d'assurance et qui, de manière simple, sont un peu l'épargne des assurés, c'est de l'argent public. Faire en sorte donc que ces primes d'assurance-là servent aussi à accompagner le développement de nos États. Et pour parvenir à pour atteindre ces objectifs-là, cette mission, les hautes autorités ont mis en place, ont doté la conférence d'un certain nombre d'organes pour exécuter ces missions-là. Ces organes sont déjà nous-mêmes le secrétariat général, nous sommes la coordination générale, c'est nous qui mettons en place la réglementation à travers les textes, les règlements, etc., etc. Vous avez certainement entendu parler du code CIMA. C'est aussi à côté de ça l'institution qui est chargée de la formation. Il fallait que des cadres experts soient formés pour quitter l'espace de l'amateurisme, n'est-ce pas, pour que les gens qui travaillent dans ce secteur-là soient outillés techniquement. Et vous aurez la suite de cette interview complète qui sera diffusée très prochainement sur nos antennes dans un dossier de 52 minutes. Autre sujet de la FIAC, la digitalisation, un procédé qui vise à transformer un process, une profession, un objet ou encore un outil en code informatique en vue d'améliorer les performances d'une organisation. Les courtiers d'assurance face à ce procédé qui a phagocyté tous les domaines, peuvent-ils survivre en restant en marge? Cette question était également au centre des débats à l'Assemblée générale 2024 de la FIAC avec pour thème l'utilisation de la technologie dans le courtage d'assurance. Si il y a quelque chose qui s'impose aux courtiers d'assurance en Afrique, c'est bien la digitalisation. Ce procédé qui vise à transformer un process, une profession, un objet ou encore un outil en code informatique afin d'améliorer les performances d'une organisation a atteint tous les domaines de la vie. Un bouleversement mondial avec des changements majoritaires et positifs sur les plans socio-professionnels, confrontant tout sur son passage. À la 15e Assemblée générale de la FIAC, ce nouveau concept était aussi débattu avec pour thème l'utilisation de la technologie dans le courtage d'assurance. Un thème simple, mais réservé à des experts ou des gens ayant expérimenté des technologies dans le courtage. On a tous un challenge qui est, je pense, qui est une priorité absolue, c'est d'augmenter le taux de pénétration de l'assurance et donc d'inclure des populations qui ne sont pas encore dans le système assurantiel pour protéger leur vie, protéger leurs biens. Donc aller vers la masse, aller vers des populations importantes implique de se doter d'outils innovants qui permettent de travailler efficacement, rapidement et en facilitant le parcours des assurés. Au risque de disparaître, il s'impose donc aux courtiers d'assurance l'usage de logiciels adéquats de gestion, des plateformes de services en ligne, mais aussi des précautions cybersécuritaires avérées pour protéger les infrastructures numériques et les données clients. La digitalisation, encore une fois, c'est quelque chose, je dirais, un moyen, c'est quelque chose aussi de vital pour
l'entreprise et, comme je l'ai dit tout à l'heure, les courtiers qui n'ont pas encore démarré, je leur conseille de démarrer rapidement. Quand on regarde le métier de courtier aujourd'hui ou même le métier de l'assurance, il y a beaucoup d'innovations et si nous, courtiers, nous ne suivons pas, nous risquons de disparaître. Dans le courtage, les innovations numériques concernent surtout la relation client. Elles renforcent la proximité. Il est donc nécessaire pour les courtiers de se former à ces nouveaux canaux car la façon de s'adresser aux clients n'est pas la même selon le support. De retour en Côte d'Ivoire, parlons d'opportunités d'affaires. Les secteurs privés, ivoiriens et angolais veulent marcher main dans la main et surtout profiter des opportunités d'affaires de part et d'autre. C'est en tout cas le vœu des hommes d'affaires des deux pays qui se retrouvent le temps d'une réunion autour d'un forum économique Côte d'Ivoire-Angola qui se tient dans le cadre de la visite officielle du président angolais en Côte d'Ivoire. Issa Badini et Marius était au patronat ivoirien, lieu choisi pour tenir ce forum. Les échanges entre l'Angola et la Côte d'Ivoire en 2022 tournent autour de 45 millions de dollars. Trop peu selon le ministre du Commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire, trop peu également aux yeux des hommes d'affaires des deux pays. D'où ce forum qui rassemble dans cette salle du patronat ivoirien la communauté des hommes d'affaires ivoiro-angolais, le temps d'un forum qui, pour Souleymane Diarra-Souba et son homologue angolais en charge de la coordination économique, plus qu'une opportunité, est une nécessité. L'Angola est le deuxième pays producteur, comme vous le savez, de pétrole en Afrique subsaharienne, un avantage comparatif plus important que celui de la Côte d'Ivoire à ce niveau, qui souhaite devenir, comme vous le savez, au cours des prochaines années, un hub énergétique et également une puissance minière au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc nous avons besoin d'y attirer des partenaires et des hommes d'affaires. Les deux économies angolaises et ivoiriennes sont à la fois très similaires mais à la fois très complémentaires. L'Angola a un secteur très dynamique et très fort au niveau des hydrocarbures et des mines, les hydrocarbures pesant presque 30% du PIB. Le secteur est très dynamique. La Côte d'Ivoire a des produits reconnus dans le monde, particulièrement des biens de consommation ou en agriculture. Et il y a des synergies et des complémentarités, comme l'a dit Monsieur le ministre. Chers dirigeants d'entreprises ivoiriennes et angolaises, je forme le vœu que cette première rencontre débouche sur des réalisations concrètes, des créations de co-entreprises ivoiro-angolaises. Des panels, des rencontres B2B, mais aussi des signatures de conventions à cette rencontre. 3 protocoles d'entente entre les CPC et l'organisme angolais de promotion de l'investissement, une convention entre les deux chambres de commerce et d'industrie, une autre entre le patronat ivoirien et la chambre de commerce et d'industrie d'Angola, ou encore ces partenariats entre les deux chambres de commerce et d'industrie ivoiro-angolais. Dans l'organigramme et la hiérarchie donc, des différentes entités qui vont travailler sur le terrain, vous avez les grandes chambres de commerce et industrie, donc celle de la Côte d'Ivoire, celle de l'Angola, et puis vous avez ce qu'on appelle les petites chambres, donc dédiées pays par pays. Donc la Chambre du commerce et d'industrie, donc Côte d'Ivoire-Angola, signe un partenariat, une convention d'échange et protocole d'échange avec la Chambre du commerce et industrie Angola-Côte d'Ivoire. Ce forum intervient en marge de la visite d'État qu'effectue en Côte d'Ivoire le président angolais João Lourenço. Une visite d'État qui a permis d'ailleurs aux deux pays de parapher une dizaine d'accords dans les domaines de l'agriculture, des mines, de l'énergie et de la défense, entre autres. Du 24 au 27 juin 2024, Abidjan, capitale économique, a été la capitale de l'inclusion financière, le temps d'une réunion annuelle des leaders de l'initiative africaine de politique de l'inclusion financière. 4 jours durant, ces acteurs ont échangé sur leur programme à même d'aider les femmes et les jeunes à avoir accès aux services financiers. C'était au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan en présence de Ami Korobara et Tima Traoré.
Le Sofitel Hôtel Ivoire a abrité la 13e réunion annuelle des leaders de l'initiative africaine de politique d'inclusion financière, en abrégé AFPI. Ils sont venus de plusieurs pays africains à l'invitation de l'AFI, l'Alliance pour l'inclusion financière mondiale. Cette table ronde est à sa 13e édition. Elle part du constat de la trop faible bancarisation des populations, d'où le besoin d'un dialogue du secteur privé-public. Nous avons signé un projet, un accord de 2 millions d'euros. Donc nous allons financer à hauteur de 2 millions un projet avec AFI, donc l'Alliance pour l'inclusion financière, pour permettre justement un dialogue entre les banques centrales, qui sont celles qui font les règles par rapport au système financier, le secteur privé, donc le secteur des banques, pour voir comment améliorer l'accès au financement, notamment des jeunes et des femmes, et aussi, surtout dans la finance verte. Cette dynamique de renforcement de l'inclusion financière est observée dans les différentes régions du monde et dans plusieurs pays. Quant à la Côte d'Ivoire, elle n'est pas restée en marge de cet élan communautaire et mondial. En effet, le gouvernement ivoirien a initié une série de réformes visant à accélérer l'inclusion financière. Il s'agit notamment de l'adoption de la loi relative aux transactions électroniques et son décret d'application fixant les conditions d'établissement et de conservation de l'écrit et de la signature électronique. L'Alliance pour l'inclusion financière est la principale organisation mondiale visant à faire progresser l'inclusion financière au niveau national, régional et international. Elle comprend 86 institutions membres issues de 82 pays, dont 36 pays africains. Elle a pour ambition de rendre les services financiers plus accessibles aux personnes non bancarisées dans le monde. La 7e réunion du comité technique de pilotage de l'initiative Cacao et Forêt s'est tenue ce jeudi 27 juin 2024 à Abidjan. Présidée par le ministre ivoirien des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, cette réunion a permis de faire le bilan de la mise en œuvre de la deuxième phase de l'ICF pour la période 2022-2025 et de définir les prochaines étapes cruciales pour une cacaoculture durable et respectueuse de l'environnement en Côte d'Ivoire. Plus de précisions avec Konena Nourgo et Valentin Kra. Le comité technique de pilotage de l'initiative Cacao et Forêt au grand complet ce jeudi 27 juin 2024 à Abidjan. En tête, Laurent Tchagba, ministre ivoirien des Eaux et Forêts, pour présider cette réunion à laquelle participent toutes les parties prenantes, dont Chris Vincent, président de la Fondation mondiale du cacao et donc représentant le secteur privé, et le directeur Afrique des programmes paysages de l'organisation internationale IDH, facilitatrice de cette initiative. Plus de 2 heures d'horloge consacrées à l'évaluation du fonctionnement de l'ICF, le système de suivi de la déforestation et les diligences entreprises pour la signature d'un protocole d'accord pour la mise en œuvre d'un projet collectif. Ces actes permettront d'accélérer la mise en œuvre des activités de l'ICF, notamment le renforcement des organes de gouvernance de l'ICF et s'assurer de leur bon fonctionnement. La signature du protocole d'accord pour la mise en œuvre des projets collaboratifs autour des forêts classées, parcs et réserves sélectionnées. Cette 7e réunion du comité technique de pilotage a permis de donner mandat au secrétariat permanent sur plusieurs points, notamment poursuivre les études afin d'aboutir à la signature d'un protocole d'accord pour un projet collectif autour d'un paysage ICF. La réunion a aussi validé les priorités de l'ICF pour la période 2022-2025 à la grande satisfaction du président du comité technique de pilotage. Depuis 2017, l'Organisation des Nations Unies a décrété le 27 juin Journée mondiale des micro, petites et moyennes entreprises. En Côte d'Ivoire, la célébration a été l'occasion de faire le bilan des actions menées par les MPME. Le financement alternatif était au cœur de cette journée, nous disent Eunice Bogou et Valentin Kra. Les enjeux du recours au financement alternatif pour le développement des PME ivoiriennes.
C'est autour de ce thème que s'est tenue la Journée mondiale des micro, petites et moyennes entreprises. Cette journée a été l'occasion de célébrer les acteurs des MPME, d'échanger sur les difficultés en termes d'accès au financement et exposer les mesures et initiatives en leur faveur. Cette journée, nous commémorons la 6e édition de l'instauration de la journée mondiale pour des micro, petites et moyennes entreprises. Et cette journée va permettre de présenter non seulement la déclaration du gouvernement à l'occasion de cette journée qui sera lue par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Souleymane Diarra-Souba, mais également nous faisons le point des actions mises en œuvre par le gouvernement. Il s'agit aujourd'hui de les inciter à avoir recours au financement alternatif. Aujourd'hui, quand on parle de PME et quand on parle de banque, on parle de compte bancaire. Donc avant d'aller ouvrir un compte dans une banque, la première des choses à faire, c'est de savoir quelle est l'orientation et l'appétence pour cette banque-là. Pour quel secteur d'activité cette banque a de l'appétence ou pas. Il faut s'orienter vers la banque en fait qui a de l'appétence pour son secteur d'activité, c'est une chose. Après, il faut comprendre en fait les attentes des banques pour pouvoir accompagner un client. Il y a plusieurs choses qui sont prises en compte. Il y a des aspects financiers, il y a des aspects non financiers. On tient compte de l'entrepreneur lui-même, du dirigeant, qui il est, quelle est son expérience, qu'est-ce qu'il a eu à faire, son background. On regarde tout ça. On regarde aussi l'expérience même de l'entreprise sur le marché. Les micro, moyennes et petites entreprises sont repartis avec l'espoir de voir une amélioration réglementaire à même de favoriser les financements alternatifs. Notons que la Journée mondiale des PME est célébrée chaque 27 juin. Dans la mise en œuvre du programme visant le désencombrement des femmes domestiques dans les zones rurales de Côte d'Ivoire, le Centre ivoirien de recherche économique et sociale CIRES a procédé à Abidjan Plateau au lancement du projet à l'utilisation du four amélioré TICA pour réduire la charge du travail domestique des femmes en milieu rural ivoirien. Le projet est cofinancé par l'Affaire mondiale Canada et le CRDI, entendez Centre de recherche pour le développement international. Walter Kofi et Doumbia Ayouba nous en parlent. En Côte d'Ivoire, une lueur d'espoir se dessine pour les femmes et les jeunes filles du milieu rural qui pourront consacrer plus de temps à l'éducation, les loisirs et les activités économiques. Cette solution est le four amélioré TICA, une nouvelle technologie énergétique du Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES, spécialement conçu pour les zones rurales. Il permet de réduire la pénibilité et le temps consacré aux tâches ménagères et de préserver la santé des femmes ainsi que de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Alors, le four TICA, il permet donc d'utiliser, c'est vrai, du bois et du charbon, mais vraiment dans des quantités très faibles. Alors, ce qui a l'avantage donc de réduire la quantité de fumée inhalée. Ça a aussi pour avantage de réduire donc, on va dire, l'utilisation du bois, donc de réduire la déforestation. Et comme cela a été indiqué par certains participants, c'est aussi l'occasion de voir la possibilité de mettre à leur disposition des fagots qui sont moins toxiques. Cette technologie a fait ses preuves dans certaines localités de la Côte d'Ivoire, notamment à Bouaké et à Korogo. Les résultats que nous attendons, le premier c'est de voir l'épanouissement de la femme en milieu rural. C'est de voir la réduction de la pénibilité de son travail. Et c'est de voir qu'elle peut, grâce à une technologie, avoir le temps de s'occuper et de sa famille, mais également s'impliquer dans la vie sociale en milieu rural. Ce projet d'utilisation du four amélioré TICA a été cofinancé par l'Affaire mondiale Canada et le Centre de recherche pour le développement international. La clôture de l'édition 2024 des Journées de la fonction publique à Abidjan a été marquée par une série d'activités soulignant l'engagement et le mérite des fonctionnaires ivoiriens. Organisée sous l'égide de la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration Anne-Désirée Ouloto, ces journées ont tenu leurs promesses en termes de participation et d'activité.
mettant en lumière l'importance cruciale du service public dans la modernisation de l'administration. Retour sur la dernière journée avec Anja Sémien et Ezekiel Siri. Officiellement débuté le 24 juin 2024, les journées de la fonction publique auront tenu toutes leurs promesses. 4 jours de célébration des fonctionnaires ou les panels instructifs sur la performance du service public dans un contexte de modernisation de l'administration étaient au rendez-vous. Tous les points liés au bon fonctionnement de l'administration et à la vie professionnelle du fonctionnaire ont été abordés. Ce qui m'a plus marqué durant ces 4 jours de festivités, c'est les différents panels. On a eu des acteurs de haut niveau qui nous ont édifiés sur l'administration. Au-delà des débats et échanges d'experts, ces journées ont également été marquées par la reconnaissance du mérite du fonctionnaire avec la décoration de 918 agents et la remise d'attestations de reconnaissance à 500 agents en région. Des agents satisfaits de cette 4e édition qui ont tout de même fait des recommandations pour l'amélioration du service public. La performance, la modernisation de l'administration et puis le fonctionnaire nouveau, l'ivoirien nouveau, en tout cas, il faut adopter ce changement. C'est d'organiser, de mettre en place des mécanismes qui puissent améliorer l'accès à une retraite agréable. C'est un bilan positif que dresse la ministre Anne-Désirée Ouloto avant d'exprimer sa reconnaissance aux récipiendaires tout en soulignant l'importance de leur mission collective. J'ai été particulièrement heureuse de voir les fonctionnaires et agents de l'État intéressés, disciplinés, engagés, présentant clairement leurs idées et formulant des recommandations pour l'amélioration du service public. La 4e édition des Journées de la fonction publique s'est tenue à Abidjan et dans 10 régions retenues. Ce sont plus de 20 895 fonctionnaires et agents de l'État qui ont été mobilisés. Parlons à présent de bonne gouvernance. Après 2 semaines de formation en Corée du Sud, les 13 bénéficiaires du programme de renforcement de capacité sur la réforme du service public et la lutte contre la corruption sont de retour dans leur pays. Reçus par le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance au siège de l'institution, ils ont profité pour présenter leur attestation de formation à Epiphane Zorobi Bailo. 13 agents de l'administration publique ivoirienne formés durant 2 semaines en Corée du Sud sur la réforme du secteur public et la lutte contre la corruption, de retour en Côte d'Ivoire avec des attestations de fin de formation en main. En face du président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance ce jeudi 27 juin 2024 pour présenter leur attestation, les récipiendaires de cette 2e édition de la formation ont rassuré Epiphane Zorobi Bailo quant à la qualité de la formation reçue pour la lutte contre la corruption. Nous avons énormément appris et avons été édifiés. Nous avons fait l'expérience de la culture de l'excellence qui guide les actions des Sud-Coréens, c'est-à-dire donner le meilleur de soi-même pour avoir les meilleurs résultats possibles. C'est tout heureux que le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Epiphane Zorobi Bailo, a félicité ses récipiendaires et les a invités à mettre ces enseignements au service de leur pays. Vous étiez les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire dans ce beau pays, ce pays de valeurs, et nous plaçons beaucoup d'espérance dans les connaissances que vous avez acquises, et le vœu que nous formulons, c'est que ces connaissances acquises soient mises à la disposition de notre pays. Ce programme de renforcement de capacité sur la réforme du secteur public et de la lutte contre la corruption a été initié par l'Agence coréenne de coopération internationale KOICA, dont le directeur pays, Woo Dang-hwan, a pris part à cette cérémonie de présentation des attestations. La 2e édition de cette formation s'est déroulée en Corée du Sud, du 26 mai au 8 juin 2024. C'était un reportage signé Konena Norgo et Lulo Koulibaly.
4 mois après la Coupe d'Afrique des Nations, Abidjan abrite la 3e édition du Salon africain de football qui s'est ouvert ce vendredi 28 juin. L'événement qui se déroulera sur 2 jours sera un cadre d'échange où seront abordées les questions économiques et les retombées du football africain. Nos reporters Amiko Robara et cette équipe ont assisté à la cérémonie d'ouverture. C'est pas des rythmes retentissants du Cantico da Liberdade, l'hymne national du Cap-Vert, le pays à l'honneur, l'Abidjanaise et une démonstration footballistique que s'est ouvert la 3e édition du Salon africain du football au Sofitel Hôtel Ivoire ce 28 juin. Sous la thématique « Économie sportive, impact de la CAN 2023, quel bilan ?» Cette édition met un point d'honneur sur l'économie autour de l'écosystème sportif et les retombées de la CAN 2023. Quand on parle de sport, les gens ne voient que la pratique du sport. Mais il y a tout ce qui peut faire vivre le sport. Il y a tous ces métiers. Il faut fabriquer des ballons, il faut fabriquer des filets, il faut fabriquer des poteaux. Je peux vous dire que par exemple, pour la CAN, pour les 24 terrains d'entraînement, nous avons eu quelques difficultés à trouver des poteaux qui soient conformes aux exigences de la CAF. Alors que nous avons suffisamment d'artisans, nous avons suffisamment de personnes ici qui sont capables de le faire. Donc, en parlant d'économie sportive, on voit tous les métiers qu'on peut faire, on voit toute l'industrie qui peut se créer autour, et c'est pour cela que nous avons accordé un intérêt particulier à ce 3e salon, et nous avons tenu à encourager le promoteur du salon. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire sort d'une CAN mondialement reconnue pour son organisation. On ne peut pas sortir d'une telle CAN et ne pas se pencher sur, en quelque sorte, un bilan. C'est pourquoi nous avons profité de ce salon quelques mois après la CAN pour poser la thématique de l'après-CAN, d'où l'impact que nous allons évaluer à travers les panels, à travers la contribution des uns et des autres. On attend aujourd'hui, au sortir de ce salon, un football africain mieux formé, des acteurs mieux formés, une saine appréciation aujourd'hui des enjeux du football au niveau international et aussi des autorités, un cadre structurel pour permettre aux gens de mieux comprendre les opportunités qu'il y a dans le football. Le salon qui se tient sur 2 jours sera meublé d'une panoplie d'activités que sont des expositions, des conférences et des panels thématiques sur entre autres l'immigration, la carrière de football, la digitalisation du sport. Parlons santé, précisément de lutte contre le paludisme. En vue de contribuer à l'accélération de l'élimination du paludisme en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a introduit cette année le vaccin antipaludique dans son programme élargi de vaccination de routine. Le ministre Pierre Demba a réceptionné plus de 130 000 doses de vaccins antipaludiques. Le reportage est signé Pierre Tebeu. Ce jeudi 27 juin, le ministre Pierre Demba a réceptionné à l'aéroport d'Abidjan un important lot de 131 100 doses de vaccins antipaludiques. Cette livraison fait partie d'un total de 656 600 doses déjà reçues. Je pense qu'avec ces vaccins qui vont venir compléter l'arsenal des outils et des moyens que nous déployons depuis des années pour réduire donc l'impact du paludisme dans la population, nous allons aller vers relever le défi de l'élimination du paludisme comme première cause de mortalité dans notre pays. Les partenaires assurent leur soutien à l'État de Côte d'Ivoire pour mener à bien cette campagne contre le paludisme. L'objectif à terme, c'est vraiment d'éliminer le paludisme d'ici 2030. Alors le plan de déploiement qui a été décidé, en tout cas par le gouvernement, c'est de pouvoir commencer au niveau des 40 districts à forte endémicité, y compris Abidjan, et peut très rapidement déployer l'administration du vaccin à l'échelle du pays. Ce n'est qu'un premier jet, parce qu'il va y avoir des doses pour couvrir l'ensemble des districts. Là, on en couvre 40, mais il y a environ 75 districts encore à couvrir. Et là, il y aura beaucoup plus que cela. Près de 250 000 enfants âgés de 0 à 23 mois seront vaccinés contre le paludisme à partir de la mi-juillet dans le cadre du programme élargi de vaccination PEV de routine. 40 districts sanitaires repartis dans 16 régions sont concernés par cette campagne.
Toujours dans la lutte contre le paludisme avec la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés, ce même jeudi s'est tenue la cérémonie de lancement officiel de la 5e campagne nationale de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action à Yakasseme, organisée par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en collaboration avec la direction de coordination du programme national de lutte contre le paludisme. Cette campagne de distribution gratuite des moustiquaires se poursuit jusqu'au 20 juillet 2024 dans 101 districts sanitaires de manière échelonnée et vise à circonscrire la propagation du paludisme en Côte d'Ivoire. Michel Brou. Nous sommes à Yakasseme, à 34 km d'Abidjan, dans la région de Lamé. Ici, le centre culturel de la localité a été choisi par le ministère en charge de la santé et la direction de coordination du programme national de lutte contre le paludisme pour lancer la 5e campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. L'importance de l'événement a mobilisé l'ensemble des couches sociales, des forces vives, des guides religieux et les partenaires internationaux techniques et financiers engagés dans la lutte contre cette pandémie. Au total, 16 millions de moustiquaires seront distribués aux ménages permettant d'améliorer la prévention de la maladie et d'en réduire le nombre de cas pour assurer la santé de la population et lutter contre cette maladie endémique. On ne le jette pas dans la poubelle, on le brûle. Vous déballez la moustiquaire, on met ça à l'ombre, dans un coin il n'y a pas de soleil, pendant 1 ou bien 2 jours. Après ça, vous rendez vos environnements propres. Sur un cycle de 3 ans, le gouvernement, appuyé par ses partenaires, donne les moustiquaires imprégnés. Il appartient maintenant aux populations de pouvoir utiliser effectivement ces moustiquaires imprégnés pour être protégés contre les piqûres de moustiques. Le gouvernement ivoirien, c'est un partenaire exemplaire. Donc les États-Unis sont fiers de s'associer avec nos partenaires, le gouvernement ivoirien, au nom du peuple ivoirien. Pour rappel, l'État ivoirien bénéficie du soutien du Fonds mondial et des États-Unis pour réduire la morbidité et la mortalité due au paludisme. Ces moustiquaires enregistrent une durée de vie de 3 ans pour préserver les acquis dans le cadre de la campagne de distribution de masse pour l'année 2024. Une autre page sanitaire dans ce journal. Le plan stratégique national de la santé communautaire 2022-2025 pourra aisément être déployé grâce à un plan de communication présenté le jeudi 27 juin à Abidjan. Un plan conçu par la direction de la santé communautaire qui a bénéficié de l'appui financier de l'USAID et la fondation Bill et Melinda Gates. Walter Kofi et Doumbia Ayuba. Il a fallu 4 mois, plusieurs ateliers et la participation d'organisations internationales pour aboutir à ce plan de communication du plan stratégique national de la santé communautaire 2022-2025. Une stratégie qui vise à l'amélioration du système de santé publique et dont la faisabilité réside dans ce travail abattu par la direction de la santé communautaire avec le soutien de ses partenaires. Voilà, le plan lui-même, il comporte 5 effets. On a 5 effets. On a environ 74 activités. Voilà. Donc pour nous, l'objectif visé, c'est vraiment de communiquer auprès de tous ceux-là, de tous ces acteurs, pour qu'ils puissent apporter leur appui et qu'ils puissent s'approprier ce document pour qu'à la fin, on ait une santé communautaire vraiment reluisante. Le plan de communication élaboré qui va s'étendre sur les années 2024 et 2025 est estimé à plus de 1,3 milliard de francs CFA. Après la présentation, la direction de la santé communautaire et de la promotion de la santé va rechercher les moyens auprès des bailleurs pour la mise en œuvre du plan de communication. La direction de la santé communautaire a estimé qu'il était opportun d'élaborer un plan de communication afin de ressortir, de présenter tout ce qu'ils font à travers le pays en termes de
formation de ces agents de santé communautaire. La direction de la santé communautaire et de la promotion de la santé a pour mission d'assurer la planification, la coordination, le suivi et l'évaluation des interventions communautaires en Côte d'Ivoire. Ceci marque la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.